George Hegel, la réalité est un processus historique. Né en 1770 à Stuttgart, Hegel étudie la théologie à Tübingen, où il se lie avec le poète Friedrich Hölderlin et le philosophe Friedrich Schelling. À partir de 1793, il exerce la profession de précepteur en Suisse, puis à Francfort-sur-le-Main. Il s'installa à Iéna en 1801, qu'il quitta en 1805 lors de l'occupation par les troupes de Napoléon. C'est à Bamberg qu'il entreprend son œuvre majeure, Phénoménologie de l'esprit, qui lui vaut aussitôt la reconnaissance de ses pairs. Pour subvenir à ses besoins, il travaille comme directeur de journal. En 1816, il accepte la chaire de l'université d'Heidelberg. Il est le premier philosophe à l'occuper depuis le refus de Spinoza en 1673, puis celle de Berlin. Il se marie à 41 ans avec Marie von Tütscher, dont il aura 3 enfants. Il décède du choléra en 1831. Hegel est le plus célèbre des philosophes allemands de la première moitié du XIXe siècle. L'idée centrale de Hegel, c'est que tous les phénomènes, depuis la conscience jusqu'aux institutions politiques, sont des aspects, des expressions d'un esprit, avec un grand E, ou idée unique, qui, au fil du temps, réintègre ces différents aspects en lui-même. Ce processus de réintégration est ce que Hegel appelle la dialectique. Il ne fait qu'un avec ce que nous, qui sommes tous des expressions de l'esprit, concevons comme étant l'histoire. Hegel est par conséquent un moniste, puisqu'il pense que toutes les choses sont des aspects d'une chose unique. Et aussi un idéaliste, car pour lui la réalité dernière du monde est immatérielle, puisqu'elle est l'esprit. Peu de philosophes nieront que les êtres humains sont pour une large part des êtres historiques. Nous héritons des choses du passé, nous les modifions et nous les transmettons aux générations suivantes. Nous apprenons ainsi notre langue maternelle et nous la modifions en l'utilisant. Il en va de même pour la science. Les scientifiques partent des théories qu'ils ont héritées et les développent, soit pour les confirmer, soit pour les infirmer. C'est également le cas des institutions sociales, que ce soit la famille, l'État, les banques, les églises, etc. La plupart sont des formes modifiées d'institutions ou de pratiques plus anciennes. Bref, les êtres humains ne démarrent jamais leur existence à partir de rien. Ils viennent toujours au monde dans un contexte. Il existe cependant d'autres choses dont le caractère historique n'est pas évident à première vue, ou qui ne semblent pas soumises au changement. Il en est ainsi de la conscience. Nous savons bien sûr que le contenu de notre conscience évolue sans cesse. En revanche, la conscience elle-même nous paraît être quelque chose qui ne varie pas et qui a toujours été la même pour tout le monde. De la même façon, on peut être fondé à croire que les structures de la pensée ne sont pas historiques, autrement dit que l'activité qui consiste à penser et les facultés mentales qu'elle met en jeu, mémoire, perception, entendement, sont toujours restées les mêmes chez tous les hommes tout au long de l'histoire. C'est en tout cas ce que pensait le grand prédécesseur de Hegel, Emmanuel Kant. Pour comprendre Hegel, il faut donc savoir ce qu'il pensait de l'œuvre de Kant. Pour Kant, les mécanismes de base de la pensée et les structures de base de la conscience existent a priori. Ils existent avant toute expérience et par conséquent ne proviennent pas d'elle. Kant appelle catégories ces structures de la pensée. Elles incluent les concepts de cause, de substance, d'existence et de réalité. L'expérience, par exemple, nous donne des connaissances sur le monde extérieur. Mais rien dans l'expérience elle-même ne nous apprend que le monde extérieur existe réellement. Nous ne pouvons qu'admettre qu'il existe. Pour Kant, le fait de savoir qu'il y a un monde extérieur est par conséquent une connaissance a priori. Nous ne pouvons avoir cette connaissance que parce que nous sommes dotés de naissance de ces catégories qui nous fournissent un cadre, un canevas à notre expérience. Toutefois, poursuit Kant, ce cadre a priori ne nous permet de voir le monde extérieur que d'une façon particulière. Il pourrait y avoir d'autres façons de le voir et aucune ne saurait représenter le monde tel qu'il est réellement, tel qu'il est en soi. Le monde tel qu'il est en soi est ce que Kant appelle le noumen. Il est par définition inconnaissable. Tout ce que nous pouvons connaître
c'est le monde qui nous apparaît à travers le canevas des catégories, ce que Kant appelle les phénomènes, qui constituent le monde tel que nous le percevons. Hegel estime que Kant a fait faire un grand pas à la philosophie en la débarrassant de la naïveté, mais que sa conception du monde en soi et des catégories fait encore appel à des présupposés non vérifiés. Il reproche à Kant de ne pas avoir suffisamment poussé son analyse sur 2 points. D'abord et avant tout, Hegel considère que la notion du monde en soi est une abstraction vide qui ne signifie rien. Pour Hegel, tout ce qui existe est tout ce qui se manifeste de quelque façon dans la conscience, comme un ressenti, une pensée, etc. Le second reproche que Hegel fait à Kant, c'est qu'il fait trop de présupposés sur la nature et l'origine des catégories. Hegel veut parvenir à expliciter ces catégories sans recourir à quelque présupposé que ce soit. À ses yeux, le plus grave des présupposés de Kant porte sur les relations entre les catégories. Kant affirme qu'elles sont logiquement distinctes, autrement dit, qu'elles ne procèdent pas les unes des autres. Mais pour Hegel, elles sont dialectiques, ce qui signifie qu'elles sont toujours sujettes au changement. Alors que Kant pense que le cadre de l'expérience est immuable, Hegel affirme au contraire que ce cadre lui-même est soumis au changement. La conscience elle-même, et non pas simplement son contenu, ce dont nous sommes conscients, fait partie d'une évolution. Il s'agit d'un processus dialectique. La notion de dialectique est au cœur de ce que Hegel appelle son explication immanente du développement des choses, immanente signifiant que ce développement est inhérent aux choses elles-mêmes. Cette approche apporte 4 assurances. Elle n'utilise aucun présupposé. Elle n'emploie que les notions les plus larges possibles, ce qui est le meilleur moyen d'éviter les assertions non justifiées. Elle montre comment une notion générale donne naissance à d'autres notions plus précises. Enfin, le processus se déploie entièrement à l'intérieur de la notion elle-même. Avec ce dernier point, on parvient au principe central de la logique hegelienne, à savoir que toute notion ou thèse porte en elle-même une contradiction, sa négation ou antithèse, qui ne peut être résolue. Qui ne peut être résolue que par l'émergence au sein de la notion elle-même d'une notion nouvelle et plus riche, qui est la synthèse. Hegel illustre cette progression logique au début de la science de la logique, en présentant la notion de l'être pur, soit la notion de l'être la plus générale qui soit. Toute chose dont on peut dire qu'elle est, à quelque titre que ce soit. Il fait valoir ensuite que ce concept contient une contradiction. Pour être pleinement compréhensible, il a besoin du concept opposé, de ce qui n'est pas, du non-être. Hegel montre alors que cette contradiction n'est en fait qu'un conflit entre 2 aspects d'un même concept plus élaboré dans lequel ils se résolvent. En l'occurrence, le concept qui dépasse et supprime la contradiction entre être et non-être, c'est le devenir. Lorsqu'on dit qu'une chose devient, nous disons qu'elle passe d'un stade de non-être à un stade d'être. Il apparaît donc que la notion d'être dont nous sommes partis n'était pas vraiment un concept unique, mais seulement un des 3 aspects de la notion de devenir. L'analyse de Hegel montre que le devenir était toujours présent dans l'être et le non-être, et que tout ce que nous avions à faire, c'était d'analyser ces concepts pour discerner leur logique sous-jacente. Cette résolution de la thèse être et de l'antithèse non-être dans une synthèse devenir n'est que le point de départ du processus dialectique qui se poursuit à des niveaux toujours plus élevés. Toute nouvelle synthèse se révèle à l'analyse, elle-même porteuse de sa propre contradiction, laquelle est résolue à son tour par une notion encore plus riche. Lorsqu'il dit que les structures de la pensée sont dialectiques, Hegel signifie par là qu'elles ne sont pas distinctes et irréductibles, contrairement à ce que soutient Kant, mais qu'elles font émerger des notions plus larges par la dynamique de la contradiction interne et de son dépassement. Nous avons utilisé des termes comme émerger, développement, dynamique pour présenter la dialectique hegelienne. Ces termes soulignent un aspect important de cette méthode philosophique. Partant sans aucun présupposé du point de départ le moins controversé qui soit, être, elle permet à des concepts toujours plus riches et plus vrais de se révéler par le déploiement de la dialectique.
Cependant, Hegel affirme que la dynamique de la dialectique ne concerne que les concepts de la logique. La dialectique se déploie dans le développement des choses réelles. On peut la voir à l'œuvre dans l'histoire. Dans son premier texte majeur, Phénoménologie de l'esprit, Hegel retrace le développement dialectique des formes de la conscience. Il commence par les différents types ou niveaux de conscience que peut posséder un individu, puis il passe aux formes de conscience collective en montrant que ces formes de conscience s'extériorisent de façon particulièrement visible dans certaines périodes ou événements de l'histoire, comme ce fut le cas en particulier lors des révolutions américaines et françaises. Hegel va même jusqu'à dire qu'à certains moments de l'histoire, l'esprit se sert d'individus, comme Napoléon, pour forcer le passage de l'histoire au stade suivant de son développement. Mais le progrès que ces personnages apportent revient toujours à libérer l'esprit, sous sa forme humaine, d'un état antérieur d'oppression, au renversement d'une tyrannie qui elle-même pouvait être issue du renversement d'une tyrannie antérieure. Cette idée extraordinaire, que la nature de la conscience a changé au cours des siècles et qu'elle change selon un schéma qui est lisible dans l'histoire, implique qu'il n'est rien dans l'homme qui ne soit de caractère historique. Bien plus, ce développement historique de la conscience ne se fait pas par hasard. Puisqu'il s'agit d'un processus dialectique, il doit tendre vers un but, selon une direction précise. Hegel appelle ce but l'esprit absolu, un état futur de la conscience où celle-ci n'appartiendra plus aux individus, mais aura investi la totalité de la réalité. À ce stade ultime du développement de la conscience, le savoir sera complet, absolu, puisque l'esprit aura englobé par la synthèse dialectique le connaissant et le connu, le sujet et l'objet de la connaissance. De surcroît, l'esprit percevra alors que ce savoir n'est autre que la pleine réalisation de son essence même, la totale assimilation de ces formes aliénées qui ont toujours été parties de lui-même sans le savoir. En d'autres termes, l'esprit ne parviendra pas seulement à connaître la totalité de la réalité, il parviendra à la réalisation qu'il n'a jamais été autre chose que ce mouvement vers cette connaissance de la réalité. L'histoire est le devenir accompagné de savoir qui se médiatise, l'esprit aliéné au long du temps. L'histoire universelle est la manifestation du processus divin, de la marche graduelle par laquelle l'esprit connaît et réalise sa vérité. Tout ce qui est historique est une étape de cette connaissance de soi. Le devoir suprême, l'essence de l'esprit, est de se connaître soi-même et de se réaliser. Mais qu'en est-il de l'univers dans lequel nous vivons, dont l'existence semble se dérouler de manière indépendante de l'histoire humaine? Que signifie de dire que la réalité elle-même est historique? Pour Hegel, ce que nous avons l'habitude d'appeler la nature ou le monde est aussi l'esprit. Il faut considérer la nature comme un système de niveaux, écrit-il, l'un procédant nécessairement d'un autre et constituant sa vérité prochaine, pour un autre dont il résultera. Le mouvement dans la succession de ces niveaux va de ce qui n'est que la vie à ce qui a l'existence comme esprit, qui est le but final de la nature. À ce stade intervient une autre dialectique, qui est celle de la conscience elle-même, c'est-à-dire des formes que l'esprit absolu revêt dans sa progression vers sa réalisation de soi. Le premier stade est celui de la conscience individuelle, la conscience se pensant comme individualité parmi d'autres individualités et occupant un espace distinct de la matière ou du monde naturel. Les niveaux suivants de la conscience, cependant, ne sont plus les consciences des individus, mais celles des groupes sociaux ou politiques, et le processus dialectique se poursuit et s'affine jusqu'à ce qu'il parvienne au niveau de l'esprit absolu. À l'époque où Hegel écrivait, il existait une sorte de consensus philosophique, selon lequel le monde se divise en deux types d'identités. D'une part, les choses matérielles existant dans le monde physique, et d'autre part, les choses pensées ou mentales, les secondes étant des représentations ou des images des premières. Pour Hegel, cette distinction et tous les systèmes de pensée qui sont fondés sur elle est erronée. Elle nous place dans une posture ridicule, en nous faisant affirmer que deux choses sont absolument différentes, les choses et les pensées,
et en même temps semblables d'une certaine façon, puisque les pensées seraient des images des choses. Hegel affirme que s'il nous semble que les objets de la pensée sont différents de la pensée elle-même, il s'agit en fait d'une illusion. Ce caractère illusoire de la séparation entre les deux mondes apparaît comme tel dès lors que l'on comprend que la pensée et la nature sont l'un et l'autre des aspects de l'esprit. L'esprit absolu dissipe cette illusion lorsque nous voyons qu'il n'y a qu'une seule réalité, celle de l'esprit qui se connaît et se reflète en lui-même, qui est à la fois la pensée et l'objet de la pensée. L'esprit absolu ou la totalité de l'esprit est le point d'aboutissement de la dialectique hegelienne. Toutefois, les étapes antérieures ne sont pas laissées de côté, comme il pourrait le sembler, mais elles se révèlent comme des aspects insuffisants analysés de l'esprit en tant que totalité. Ainsi, ce que nous percevons comme la personne individuelle n'est pas un élément séparé et distinct de la réalité, mais un moment du développement de l'esprit, une étape de cette connaissance de soi qui est le devoir suprême, l'essence de l'esprit. Citation : de l'absolu, il faut dire qu'il est essentiellement résultat, c'est-à-dire qu'il est à la fin seulement ce qu'il est en vérité. Chaque époque de l'histoire universelle est un moment nécessaire dans l'idée de l'esprit du monde. Chacune des parties de la philosophie est un tout philosophique, un cercle rond et complet en lui-même. Concevoir ce qui est la tâche de la philosophie, car ce qui est, c'est la raison.